Bonsoir Marc Ecker. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On va revenir avec vous sur la situation en Syrie. Que faire des djihadistes français? Faut-il les rapatrier? En tout cas, Donald Trump, le président des États-Unis, met la pression sur Twitter. Il somme ses alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l'État islamique. Et sinon, il menace tout simplement de les libérer. Est-ce que c'est un risque réel, Marc Ecker? Je crois que c'est un risque réel. La formulation est un peu étrange parce qu'on a l'impression que ce sont les États-Unis qui détiennent ces individus. A priori, sur place, ce sont les forces kurdes qui détiennent les individus. On sait que ces forces kurdes travaillent de près avec les États-Unis. Maintenant, oui, je pense que le risque est réel. L'impulsivité de Donald Trump, on la connaît. Ça, c'est une des données du problème. Mais l'autre donnée du problème, c'est que les Kurdes sont sous forte pression, vont avoir du mal à garder tous ces prisonniers. Et donc, en cas de chaos, en cas d'offensive turque, par exemple, il pourrait y avoir une situation dans laquelle ces prisonniers pourraient s'échapper. Il y a combien de détenus djihadistes français en Syrie? Alors pour ce qui est des Français, on a entendu des chiffres qui varient entre 130 et 150. On a entendu le chiffre aussi de 50 adultes, donc beaucoup d'enfants, une majorité d'enfants sans doute. Et déjà 280 qui sont rentrés en France. Alors plus que ça c'est les chiffres judiciaires. On a d'autres chiffres venant du ministère de l'Intérieur qui sont autour de 350, dont 80 enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces retours sont relativement anciens. C'est-à-dire que le gros des retours a eu lieu avant 2016. D'accord. Et depuis, plus rien ou très peu? Très peu, et du cas par cas. Alors, on a réentendu cette expression récemment. Ouais. Du cas par cas, effectivement, c'est ce qu'on a eu ces derniers temps, avec notamment des enfants qui ont été rapatriés, entre guillemets, en France, des mères aussi qui ont été rapatriées. Et la position jusqu'à présent, c'était de dire les adultes, surtout les hommes, doivent rester sur place, et doivent éventuellement être jugés dans sur le place. pays Oui. où le crime a été commis. Avec une difficulté, puisqu'il y a deux théâtres en fait, différents qui ont été réunis pendant la période du califat de Daesh, la Syrie d'un côté, l'Irak de l'autre. L'Irak, c'est un pays avec lequel la France entretient des relations. Il y a une justice qui est en place. La Syrie, c'est différent. La France s'est opposée, y compris militairement, au régime de Bachar el-Assad. Et puis, il y a les Kurdes au nord, qui ne constituent pas un État reconnu par la communauté internationale. Donc on a une situation qui est complexe, mais qui n'est pas nouvelle. Donc ce qui est assez étonnant, c'est d'entendre ces revirements, ces hésitations, dans le fond, depuis plus d'un an maintenant. Alors on va voir justement effectivement qu'on ne se précipite pas, comme vous le disiez, pour récupérer les djihadistes, mais rien n'est décidé, tout est possible. Voilà, écoutez la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Nous nous sommes préparés au cas où quelque chose adviendrait de nouveau, mais à ce stade, la France ne répond pas à ces injonctions et garde la politique qu'elle avait, c'est-à-dire d'un accueil au cas par cas. Lorsque des personnes de retour des terrains de combat arrivent, nous les judiciarisons. Pour le moment, nous restons sur cette politique-là. Donc le cas par cas, ça veut dire quoi? On choisit les détenus qu'on veut bien rapatrier? Jusqu'à présent, c'était la priorité qui était mise sur les enfants, sur certaines femmes. C'était effectivement du cas par cas. Les plus dangereux étaient laissés sur place. Ceux qui avaient commis des crimes en Irak étaient mis à la disposition de la justice irakienne. Donc oui, on était sur du cas par cas. La question, c'est est-ce que les déclarations de Trump, est-ce que l'annonce du retrait change la donne ou pas? Alors justement, si ces détenus sont rapatriés en France, quel scénario possible pour la justice? Alors, le scénario, il est à peu près clair, c'est-à-dire que les personnes, effectivement, seront judiciarisées. Elles iront probablement en détention provisoire pour ce qui est des adultes. Pour les enfants, c'est différent, surtout que souvent, ce sont des très jeunes enfants qui sont considérés plus comme des victimes et qui sont pris en charge sous la supervision d'un juge des enfants, mais qui sont souvent placés. Mais pour les adultes, c'est judiciarisation, donc garde à vue dès l'arrivée, séparation des enfants s'il y a des enfants, et puis placement en détention provisoire, et ensuite procès, sans doute au bout de quelques années, parce que ça prend du temps de faire avancer les dossiers et puis ensuite de les juger. C'est difficile justement de juger des revenants. Est-ce que d'abord on a à chaque fois toutes les preuves nécessaires pour les condamner? Alors il y a déjà eu beaucoup de procès. Je rappelle que le premier revenant a été jugé en 2014. Il avait passé 10 jours en Syrie et il a été condamné à 7 ans de prison. D'accord. Donc on a déjà une vraie expérience. Et en plus, la situation a changé depuis cette période-là, puisque à partir de 2016, la politique pénale a un peu évolué et on a dit qu'on allait criminaliser la plupart des cas. C'est-à-dire que ces personnes ne sont plus jugées par le tribunal de grande instance, mais sont jugées par une cour d'assises spécialement composée. Et qu'est-ce qu'elles risquent? Et par ailleurs, les peines ont été alourdies. Donc en cas de crime, les personnes encourent 30 ans de réclusion criminelle et la perpétuité pour les leaders. Est-ce qu'il y a un risque sécuritaire? Comment ça se passe pour ces personnes qui, pour beaucoup, sont extrêmement radicalisées et qui vont se retrouver dans des prisons en France? Oui, le vrai problème pour moi, c'est la situation dans les prisons.
parce qu'elle est déjà tendue aujourd'hui. Pour donner juste un ordre de grandeur, il y a à peu près 500 personnes soit condamnées pour terrorisme, soit en attente de procès pour terrorisme dans les prisons françaises aujourd'hui. On sait par ailleurs que parmi celles qui ont déjà été jugées, c'est à peu près 150 individus, il y a 80% de ces individus qui vont sortir d'ici la fin 2022. Donc on a déjà une situation compliquée à gérer. Et là, je ne parle même pas de ceux qu'on appelle les DCSR, c'est-à-dire les droits communs, entre guillemets, suspectés de radicalisation, qui sont des individus qui n'ont pas été condamnés pour terrorisme, qui sont arrivés en prison pour d'autres raisons, mais qui sont considérés par l'administration pénitentiaire comme radicales. Et ça, il y en a à peu près 1000. Également libérés ? Alors, parmi ces individus, il y a aussi évidemment des personnes qui sont libérables, et d'ailleurs généralement plus tôt que les détenus terroristes. Mais il y a des notes justement internes, des notes blanches. J'ai lu qui disaient que il faut réfléchir justement à placer ces personnes en isolement, les disperser dans les prisons, jamais plusieurs au même endroit. Il y a aussi des personnes qui ont des auras particulières qui vont montrer, qui risquent de faire du prosélytisme. Alors qu'est-ce qui se passe quand une personne se retrouve pour terrorisme en prison ? Elle est évaluée d'abord. Donc il y a des quartiers d'évaluation de la radicalisation qui ont été ouverts en France. L'évaluation dure grosso modo 2 mois. Même si ils sont dans ces quartiers pour 4 mois, mais en fait, il y a vraiment 2 mois d'évaluation effective. Et à l'issue de l'évaluation, on décide de leur sort. Ça peut être l'isolement pour les plus durs. Ça peut être, à l'autre bout du spectre, pour ceux qui sont considérés comme les moins dangereux, une détention, entre guillemets, normale, avec d'autres détenus de droit commun, entre guillemets. Et pour l'entre-deux, les personnes qui sont considérées comme radicalisées, mais entre guillemets récupérables, on les place dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation, des QPR. Donald Trump a carrément annoncé la fin de la guerre en Syrie. Est-ce que la guerre est finie ? Non, pour moi, la guerre n'est pas finie. Alors visiblement, lui, il veut retirer les troupes américaines. D'ailleurs, il est en désaccord avec ses conseillers, mais comme souvent, il n'écoute pas ses conseillers. Oui, son vice-président lui dit qu'ils resteront encore sur place quand même un certain temps. Ouais, alors, le général Votel, qui est le général qui commande le Central Command, c'est-à-dire les troupes américaines au Moyen-Orient, a dit que c'était une mauvaise décision de retirer ses troupes. Et le directeur du renseignement aux États-Unis, le directeur national du renseignement, a annoncé fin janvier... Daesh est toujours sur place et continue de gangréner le territoire, c'est ça ? Le directeur national du renseignement a dit que Daesh était encore vivace sur place, en Syrie comme en Irak. C'est-à-dire qu'il y a encore des combattants ? C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent plus de territoire. Enfin, il y a cette dernière poche de Baghouz qui va bientôt tomber, mais ils sont présents sous forme de guérilla. Et par ailleurs, certains combattants ont laissé tomber les fusils et se sont réinvestis dans l'économie, c'est-à-dire qu'ils amassent de l'argent en attendant... Et ils ne sont pas forcément visibles, c'est ça ? Ils ne sont pas forcément visibles, en tout cas ils ne contrôlent plus physiquement de territoire. La question se pose parce qu'on va regarder cette carte et c'est vrai que c'est pas forcément simple à comprendre. Quand on regarde cela, on se dit, voilà, on voit en rose l'ancien territoire du califat en 2014. On voit bien que c'est quand même la taille, en gros, de la Grande-Bretagne. Un califat à cheval sur la Syrie et l'Irak. Et puis, on voit les petits drapeaux de Daesh aujourd'hui qui sont les dernières enclaves extrêmement réduites de Daesh, notamment dans le village de Baghouz. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire c'est la fin de Daesh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut plus se fier au territoire. Il y a d'autres modes de présence souterrains. Et vous dites on assiste à une reconfiguration du terrorisme islamiste, mais même dans le monde. Alors c'est-à-dire que là, on n'a parlé que de Daesh pendant cette interview, mais il ne faut pas oublier Al-Qaïda d'une part, et il ne faut pas oublier des groupes tiers qui pourraient exister, qui peut-être n'ont pas aujourd'hui d'agenda transnational. Je pense par exemple à Hayat Tahrir al-Sham, qui aujourd'hui contrôle la zone d'Idlib. Aujourd'hui, c'est un groupe qui a un agenda plutôt local et national, mais quid de demain ? Et l'Afghanistan également, vous disiez. Et l'Afghanistan, Daesh a investi sur l'Afghanistan, a essayé de répliquer son modèle. Ça n'a pas fonctionné comme tel, mais on voit qu'en Afghanistan, Daesh commet des attaques extrêmement régulièrement, avec des dizaines, même des centaines de morts. Et on voit là encore que d'autres groupes djihadistes sont présents. Eh bien, merci. Merci à vous, Marc Ecker, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient sur les mouvements de mobilisation ce soir contre l'antisémitisme. C'est dans l'air est intitulé « L'unité face à l'antisémitisme ».